Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 16 avril et à la une de cette édition, l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. En visite de 3 jours à Mayotte, le ministre de l'Intérieur a dû quitter l'île en pleine nuit à bord d'un avion spécial. Les événements prévus ce mardi 16 avril n'ont pu ainsi avoir lieu, à l'exception de la cérémonie de remise de médailles à la préfecture. Quel personnel engagé était concerné par ces décorations ? Quelles nouvelles mesures et dispositifs en matière de sécurité ont pu être annoncés à l'occasion de cet événement? Jaïdi Maoulida et Marion Tellier répondent à ces questions. Cette cérémonie devait être assurée par le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, parti précipitamment cette nuit. Il a en effet rejoint la métropole suite à l'incendie ayant fortement endommagé Notre-Dame de Paris dans la soirée d'hier. Aujourd'hui, il s'agit effectivement d'un vrai drame pour l'histoire de France, une vraie préoccupation, et on comprend très bien que Monsieur le ministre de l'Intérieur a dû s'absenter, et c'est vrai qu'on le regrette ici pour la décoration, c'est vrai, mais en tout cas, on est aussi préoccupé pour cet événement. Sa présence sur le territoire était relative à des questions de sécurité, mais aussi de lutte contre la délinquance. Il est venu aussi pour préparer ce qu'a dit le président de la République lorsqu'il a rencontré les élus d'Outre-mer le 1er février à l'Élysée, où le président de la République a dit qu'il faut à Mayotte un plan civil ou militaire de lutte contre l'immigration clandestine. Alors déjà l'année dernière, on a renforcé notre lutte contre l'immigration clandestine, parce on fait des reconduites par mois de 2300 personnes à peu près, mais il faut aller au-delà. Et nous avons travaillé avec lui sur des propositions à faire, mais pour l'instant c'est le président de la République qui fera les arbitrages. Cette journée n'avait pas seulement vocation à présenter les priorités des services de l'État sur le territoire. Il était également question de saluer les actions quotidiennes de personnel des services de préfecture, de police, de gendarmerie ou encore de la Croix-Rouge. C'est important que les personnels aient cette marque de reconnaissance qui nous permet de continuer et de poursuivre ce travail. Je crois que c'est un carburant. La reconnaissance est un carburant dont nous avons besoin pour que les personnels, ceux qui sont engagés au quotidien, voient, dans la population aussi une marque de satisfaction et aussi les encourage à poursuivre leurs efforts. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'effectif de ces personnels engagés pour la sécurité de la population mahoraise sera renforcé par l'arrivée prochaine de 60 agents supplémentaires. Le 3e escadron de gendarmerie mobile sera quant à lui maintenu sur l'île. Et le départ du ministre de l'Intérieur n'a pas été du goût de tous sur le territoire. En effet, certains auraient souhaité que Christophe Castaner aille au bout de sa visite officielle. D'autres, en revanche, trouvent normal que le ministre soit rentré dans la capitale de manière précipitée. C'est le cas de Jacques Martial Henry, ancien conseiller général. Ce dernier souligne l'importance de ce monument, mais également la responsabilité du ministre. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Coésie. Il est ministre de l'Intérieur, mais aussi il est ministre des cultes. Oui. Et que la cathédrale Notre-Dame de Paris, non seulement elle a une vocation spirituelle, mais aussi une vocation historique. C'est un patrimoine national, voire même un patrimoine mondial. Parce que Notre-Dame de Paris est à l'origine de toutes les institutions françaises. Donc je crois que la valeur historique de Notre-Dame de Paris est tellement importante que toute la nation française doit avoir une compassion à l'égard de ce qui s'est passé à Paris. J'aurais été président du Conseil général, oui. J'allais demander une délibération pour contribuer financièrement à la reconstruction de cet édifice. Et Jacques Martial Henry était également sur notre plateau pour évoquer un tout autre sujet. Ancien vice-président du conseil départemental en charge du social, ce dernier connaît bien les problématiques d'aide sociale à l'enfance. Selon lui, l'exécutif n'est pas à la hauteur des enjeux depuis 2015. Pire, en s'appuyant sur le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, il accuse les élus d'agir en toute illégalité. Au montage, Leslie Vumenet. À de nombreuses reprises, la Chambre régionale des comptes a épinglé des institutions locales suite à des irrégularités flagrantes. Dans son dernier rapport, elle se penche notamment sur la question du social et de l'aide sociale à l'enfance. Pour Jacques Martial Henry, les choses sont claires. L'exécutif au département n'a pas agi en faveur des plus démunis.
vous prenez la page 4 et que vous voyez les recommandations, il y a une partie mise en œuvre, une partie mise en œuvre en cours et non mise en œuvre. Et le rapport est très pédagogique parce qu'il vous renvoie page 12, page 17, page 18. C'est bien clair, mise en œuvre, vous regardez le tableau, il n'y a aucune croix. C'est-à-dire le Conseil général pendant 4 ans n'a rien fait concernant l'ASE dans le cadre de leur mission régalienne. Autre problème soulevé par la Chambre, la question des marchés. À ce sujet, l'ancien vice-président du Conseil général tire la sonnette d'alarme et n'hésite pas à accuser certains élus de la majorité. On a autorisé des associations, des amis bien sûr, pour pouvoir émarger au Fonds social européen sans qu'il y ait les procédures d'appel à projets qui sont obligatoires dans le cadre de la loi de 2009 sur la régionalisation. La Chambre dit quoi? La Chambre recommande au département qui n'avait pas connaissance de cette disposition. Vous imaginez un DGA, un DGS, un DGA, un directeur, d'ailleurs pour bon et loyaux service, il a eu l'investiture des Républicains. Et puis des chefs de service, des chefs de bureau. Tout ce beau monde raconte qu'ils n'avaient pas connaissance de la loi de 2009. Donc ils n'ont pas fait l'appel à projet parce qu'ils n'avaient pas connaissance de tout. C'est insulter le Conseil général par leur incapacité. Les mots sont forts et Jacques-Martial Henry va plus loin. Selon lui, le procureur doit se saisir de ce rapport afin d'enquêter et de découvrir si des irrégularités ont bel et bien été commises. La Chambre régionale de comptes offre au parquet des preuves suffisantes pour pouvoir s'occuper des personnes qui bafouent les droits des gens qui sont faibles, des gens pauvres, des handicapés, des gens qui ont des difficultés qu'on doit aider. La balle est désormais dans le camp des spécialistes qui devront déterminer si les accusations de Jacques-Martial Henry sont fondées ou éhontées. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Sandrine Ingremot, déléguée académique au numérique. À ses côtés, Fessoal Moussoun, le président du GEMTIC. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous, Fessoal. Qu'est-ce que le GEMTIC? Alors, le GEMTIC, c'est le groupement des entreprises mahoraises des TIC. Donc, c'est un groupement filière qui a été constitué en 2012 à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, qui regroupe du coup les acteurs privés du digital, du numérique à Mayotte. Combien de personnes à peu près sont concernées Aujourd'hui, on a une trentaine d'adhérents sur une centaine d'entreprises référencées sur Mayotte. Donc c'est quand même un groupe qui aujourd'hui est important, est influent. Influent et assez représentatif. On a des membres de différents sous-secteurs de la filière. En tout cas, quasiment tous sont représentés. Et on essaie d'être actifs. Je me tourne vers Sandrine Ingremot. Vous êtes déléguée académique au numérique. Où est-ce qu'on en est à Mayotte du numérique? Est-ce qu'on suit le train en marche ou est-ce qu'on a un peu de retard? On rattrape notre retard de plus en plus. On commence à être dans les normes métropolitaines. Donc c'est un gros travail de tous les jours, mais on avance. On avance réellement sur le numérique éducatif. En matière d'équipement, notamment, on sait que plusieurs écoles, il y a déjà plusieurs années, ont obtenu des tablettes et travaillent déjà avec des outils numériques, des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En termes d'équipement, ça a avancé aussi ces dernières années? Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des établissements scolaires du second degré, donc dans les collèges, on a eu des gros plans d'équipement. Donc on a des collèges qui sont assez bien équipés. On commence à rattraper aussi le retard au niveau du premier degré, parce que c'est important aussi de pouvoir équiper les écoles. Donc on a aussi des plans numériques qui commencent à permettre d'équiper les écoles du premier degré. Les mairies commencent réellement aussi à nous accompagner de plus en plus. Donc c'est vraiment aussi un gros effort de leur part. Donc il faut aussi les encourager à poursuivre. Notamment dans le premier degré. Tout à fait. Oui. Un mot de cette première semaine du numérique. Comment est venue cette idée justement de créer une semaine entière consacrée à ces nouvelles technologies?
Alors, c'est le partenariat avec le GEMTIC. Donc, ça fait seulement 3 mois, en fait, qu'on a signé une convention de partenariat avec le GEMTIC. Nous étions présents, justement, pour cette convention importante, puisque c'est la fondation. Voilà. C'est vrai que ça nous a permis, en fait, de travailler ensemble, de se dire comment faire pour promouvoir cette filière du numérique. Parce que c'est vrai que chacun est un petit peu de son côté. Les écoles ont fait des choses, que ce soit dans le premier ou dans le second degré. C'est pas forcément connu non plus des entreprises. Les élèves ne connaissent pas forcément non plus les entreprises qui utilisent le numérique. Donc on avait besoin de ce temps fort. Donc on a décidé de partir sur une semaine. C'est un gros challenge. Justement, comment ça s'articule cette semaine avec ces différents temps forts? Le programme, comment ça se passe? Alors donc on a commencé lundi. Donc lundi et mardi, on est parti sur des ateliers pédagogiques. L'objectif, c'était de montrer différents outils, différents logiciels, de montrer ce que l'on fait dans les établissements scolaires. On a eu du monde, réellement. On avait un peu peur, comme c'est la première édition. Je pense que tout le monde a été très satisfait de ces débuts d'ateliers pédagogiques. On a pu découvrir des usages divers et variés. Donc c'était assez intéressant. Je me tourne vers vous, Fessoane Moussoun. Vous êtes à la tête du GEMTIC, et effectivement vous rencontrez ces élèves. Vous êtes tous les jours au contact de ces nouvelles technologies, vous les appréhendez. Comment ils réagissent, les élèves, quand ils vous rencontrent, quand vous leur expliquez? Beaucoup d'intérêt, on imagine? Oui, beaucoup d'intérêt. On est sur une génération qui est déjà très digitale, très digitalisée, on va dire. Ce qu'on essaie de leur apporter, c'est notre expérience. Le digital, donc on a un seul mot finalement pour définir plusieurs sous-secteurs. Il y a énormément de choses dans le digital. On essaie effectivement de leur présenter toutes les variantes, tous les différents sujets qu'on est amené à traiter, les différents métiers qu'on peut avoir dans ce secteur. Et effectivement, un partenariat avec le vice-rectorat, ça nous permet de nous rapprocher encore plus d'eux. Justement, vous avez aussi décidé, pour les impliquer davantage, de créer un concours, ou plutôt plusieurs concours, notamment la Web Cup Junior qui aura lieu demain. Qu'est-ce que ce concours? En quoi il consiste exactement? Alors, la Web Cup Junior, je vais peut-être parler d'abord de sa genèse. Il y a un événement Web Cup qui est un concours de création de site internet en 24 heures qu'on porte déjà depuis bientôt 7 ans, un petit peu plus de 7 ans, régulièrement à Mayotte. Et c'est un concours qui est né d'une association à La Réunion qui s'appelle l'association Web Cup. Très rapidement, il y a eu une déclinaison en fait junior de cet événement qui a déjà été porté ailleurs, à Rodrigue et à La Réunion particulièrement. Et nous, on s'est rendu compte que dans nos précédentes éditions, qu'une grande partie des participants étaient des très jeunes, et en particulier des jeunes collégiens ou lycéens. Donc c'est tout naturellement en fait qu'on a souhaité réaliser cette variante, en tout cas mettre en œuvre ce format à Mayotte. Et l'aide du vice-rectorat pour le coup a été très importante parce que ils sont les mieux placés pour toucher cette cible. Voilà. Alors, il y a cette Web Cup Junior et il y a aussi la RoboCup Junior. C'est un autre événement important. Je me tourne vers vous, Sandrine Ingremot. C'est aussi une manière de les amener vers le numérique, de leur lancer des challenges comme celui-là. Un mot sur cette RoboCup, en quoi ça consiste? Alors, donc on a prévu, donc on va dévoiler un petit peu certaines choses. Donc il va y avoir un parcours avec des obstacles, avec des donanes, des montées, des descentes. Donc on a un parcours que les robots qui ont été conçus par les collégiens, donc ces robots vont devoir effectuer ce parcours pour arriver dans une zone de fin qui est en fait une zone de on sauve la victime qui est prise dans ce labyrinthe. Ça c'est incroyable que des jeunes comme ça créent des robots avec forcément des vocations comme là en l'occurrence pour sauver des vies, ça existe. Oui. Et ce sont des jeunes qui, ça nous paraît incroyable, mais c'est possible, ils le créent de toutes pièces. Alors on a différents ateliers, certains oui, alors on a des kits, on va dire, de connectique, parce qu'ils ont quand même besoin des capteurs, que ce soit des capteurs de mouvement, des capteurs de ligne. Donc il y a des capteurs, mais après il faut les assembler, ces capteurs. Et puis il faut faire que ça fonctionne. Donc oui, il y a tout un travail aussi de programmation et de réalisation des robots. Donc on découvrira vendredi ce que les élèves ont fait.
aujourd'hui, on ne sait pas. On attend ça avec impatience. Il y a un autre point fort, c'est effectivement cette rencontre avec les entreprises. Je me tourne à nouveau vers vous, Fessoal. C'est aussi important parce que finalement, ces jeunes, ils vont s'insérer dans le marché du travail, dans le monde du travail. Et j'imagine que cet événement, c'est aussi leur montrer qu'il y a des métiers derrière, il y a des débouchés. Et vous en êtes le parfait exemple avec notamment votre entreprise éthique. Justement, c'est ça aussi, c'est les amener, leur dire, derrière, ce ne sont pas que des gadgets, c'est aussi des métiers auxquels vous pouvez vous former. Tout à fait. On se rend compte déjà que dans notre filière, on a quand même du mal à capter de la compétence sur Mayotte, c'est assez difficile. Donc on intervient très tôt auprès des jeunes pour susciter de la vocation, pour les inciter à se diriger vers ces filières. Ce sont des filières qui sont pourvoyeuses d'emplois aujourd'hui, pas qu'à Mayotte. On est au niveau des filières d'avenir. Et donc en les aidant à s'orienter correctement, en leur présentant les débouchés qu'il peut y avoir, les différents métiers, et en particulier ceux qui existent à Mayotte. Il y a certaines compétences qui existent, certains services qui sont fournis à Mayotte qui ne sont pas très connus. Voilà, ça peut aider. Nous, on a beaucoup recours aussi aux stagiaires. C'est un bon moyen de présenter un peu les entreprises dans lesquelles elles pourront éventuellement, ces élèves pourront postuler. Justement, les élèves, ils portent un intérêt pour ces métiers-là. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'engouement pour ces métiers du numérique? Oui, il y a beaucoup d'engouement pour les métiers du numérique. Et plus ils les connaissent, et plus cet engouement est fort. Ils sont assez surpris par la variété de métiers, de compétences. Là, on parle de robotique, il y a des drones, il y a de la vidéo, il y a du média, il y a du scanner 3D. Donc, quand on parle de digital, on a souvent le site internet ou l'internet en tête, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, du coup, on peut toucher un public très large. Voilà. Je termine avec vous, Sandrine. J'imagine que l'objectif derrière pour le vice-rectorat, c'est justement ça, de réfléchir aussi aux débouchés pour ces jeunes et aux formations à proposer en fonction de ces évolutions et de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font partie de notre quotidien et qui sont aujourd'hui indispensables dans notre quotidien. Oui, c'est quand même, comme le disait Fessoal, c'est vrai qu'on manque encore de compétences sur le territoire. On a beaucoup d'élèves qui n'osent pas encore aller vers ces filières. Donc c'est important, je pense que cette semaine du numérique, c'est important aussi pour montrer que ça existe. On fera davantage encore dans les mois qui viennent pour poursuivre ce début de travail. Il faut que nos jeunes se rendent compte qu'il y a vraiment des métiers d'avenir et qu'il ne faut pas se fermer les portes en se disant oh, c'est pas pour moi. On est tout à fait capable de devenir développeur web. On est tout à fait capable de travailler dans la domotique. Il faut juste qu'ils se lancent. Et c'est ça qu'on essaye en fait de développer. Et que les formations suivent aussi, j'imagine que c'est aussi le travail à mener. Alors justement, jeudi, on a 2 lycées qui vont venir présenter les formations en lien avec le numérique. Donc on a le lycée Bamana qui va présenter le BTS SEO et le nouveau Bac Pro SN, donc sciences numériques. Et on a le lycée professionnel de Dzoumognier qui va montrer aussi comment est-ce que maintenant les élèves sont formés avec des outils numériques pour tous les métiers du bâtiment. Donc voilà, on essaye aussi de promouvoir cela à travers la semaine du numérique. Merci beaucoup Sandrine Agremot d'avoir accepté notre invitation. Fessoal Moussoun, merci beaucoup. Merci. Et puis bien sûr, on sera là pour ces concours très intéressants. Et puis surtout que ce sont des concours au niveau national, c'est-à-dire qu'ils pourront défendre leurs chances aussi au niveau national. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une opération de reboisement, des perturbations sur le trafic des barges ou encore un risque de séquelles à vie pour un enfant victime de jets de pierre. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 16 avril. Dans le cadre de la construction de la ligne 90 000 volts entre Longoni et Sada, EDM s'est engagé via un conventionnement avec l'ONF de Mayotte à assurer la restauration écologique de la forêt domaniale de Vunzé et de la zone humide en forêt domaniale du Mont Combani. Cette opération consistera à restaurer et préserver la flore sur 500 mètres en bordure d'un cours d'eau en luttant contre les espèces envahissantes pour dégager la régénération naturelle d'espèces indigènes. Durant 3 années, 13 hectares seront ainsi reboisés par 27 900 plants produits par des pépinières locales.
Ces parcelles reboisées doivent jouer un rôle important dans la limitation de l'érosion des sols et la captation des eaux de pluie pour alimenter à terme le réseau d'eau potable. Par ailleurs, des panneaux pédagogiques seront installés aux abords des parcelles. En parallèle de cette initiative, EDM soutient un projet d'expérimentation de la culture d'une fougère arborescente de Mayotte porté par le Conservatoire botanique national. Objectif, produire cette espèce rare et menacée pour la réintroduire en milieu naturel. Le 12 avril dernier, un enfant de 8 ans a été retrouvé blessé dans le village de Mtsapéré à Mamoudzou. Il présentait une blessure à la tête causée par un jet de pierre. Les secours l'ont rapidement pris en charge, mais son pronostic vital était engagé. L'enquête a révélé qu'un groupe de jeunes du quartier d'Oujani, dont l'un des membres avait été auparavant agressé par une bande rivale, voulait se venger et s'est rendu à Mtsapéré avec l'intention d'en découdre. Lors de l'affrontement, l'une des pierres a atteint le jeune garçon. Les témoignages ont permis d'identifier l'un des membres de la bande de Doujani. Aujourd'hui, le pronostic vital de la victime n'est plus engagé, mais les équipes médicales estiment son incapacité à un minimum de 30 jours et envisagent des séquelles permanentes. Le suspect a été mis en cause pour violence avec arme ayant entraîné une infirmité permanente. Le juge des libertés de la détention l'a placé en détention provisoire. Selon le parquet, l'instruction devra maintenant déterminer les circonstances exactes des faits et les responsabilités de chacun. Info pratique dans votre journal, le Conseil départemental de Mayotte et son service des transports maritimes informent que des perturbations sont à prévoir sur le trafic du jeudi 18 au dimanche 21 avril prochain inclus. En effet, pour des raisons techniques, plusieurs barges de la flotte seront indisponibles selon le programme suivant. Le Safari est réquisitionné pour un exercice de cellule de crise toute la matinée du jeudi 18 avril. Le Bureau Veritas procédera à un contrôle technique sur le Naouda pour la pesée et la stabilité le vendredi 19 avril. Ce dernier sera donc au mouillage de 7h à midi. Dans l'après-midi, c'est le Safari qui rentrera en cale sèche pour des raisons techniques et n'en ressortira que le 6 mai prochain. Pour pallier ces perturbations, le Salamat Gemma 4 viendra en renfort du 18 au matin au 21 avril dans la soirée. Le Conseil départemental et le service des transports maritimes présentent leurs excuses pour le désagrément que cela pourrait occasionner. On termine cette édition avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce matin, le CSA a organisé une réunion avec les radios locales mahoraises. L'occasion pour l'organisme de leur rappeler les règles à suivre et comment faire pour prétendre aux aides disponibles. L'événement a aussi permis au CSA d'inciter les acteurs locaux à rejoindre la Fédération des radios mahoraises. Plus d'informations dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a organisé ce matin une réunion dans l'hémicycle Younoussa Bamana. L'objectif, réunir les radios locales pour discuter de plusieurs points avec elles, dont la comptabilité, les subventions attribuables par le CSA ou les règles d'émission des fréquences. L'occasion pour les radios mahoraises de se retrouver et d'échanger ensemble. On vient ici pour deux choses, visiter des radios d'abord, voir leurs conditions matérielles, etc. Et puis aussi, c'est ce qu'on vient de faire là, c'est une réunion avec toutes les radios qui ont bien voulu venir, c'est d'ailleurs l'essentiel en fait, et pour pouvoir discuter. Parce qu'on constate que en fait, un des problèmes ici des radios à Mayotte, c'est qu'elles ne discutent pas beaucoup entre elles. Et donc on est content de pouvoir les réunir et puis les inciter justement à adhérer à une fédération, à se contacter régulièrement parce qu'ils ont des tas de problèmes en commun. Des problèmes qui concernent les coûts d'émission, l'attribution tardive des subventions ou la difficulté de diffusion compte tenu de la topographie de Mayotte. La réunion fut interrompue par l'arrivée des manifestants du SUNIPP qui a pris de force l'hémicycle, reléguant les membres du CSA et les représentants des radios locales dans une arrière-salle du conseil départemental. Les membres du CSA ont incité les radios locales à rejoindre la Fédération des radios mahoraises. 8 radios sur 29 en font partie, ce qui fait trop peu selon son président. Alors, la fédération permet de mutualiser des tas de choses, notamment il y a tout un aspect administratif. Quand ils demandent des autorisations, quand ils demandent aussi des subventions en fait. Tout ça pourrait être mutualisé parce qu'en fait ils ont quand même pas mal de problèmes pour constituer des dossiers, parce que les dossiers c'est administratif, il faut remplir des pages et des pages sans se tromper. Il faut certifier les comptes, ce qui a un coût, etc. Si ils se mettaient à l'intérieur d'une fédération, ils pourraient mutualiser tout ça. La réunion s'est terminée sur la remise d'une médaille du CSA à son plus ancien représentant sur Mayotte, Bakar Chiaf, qui a tenu la barre près de 20 ans.
C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.